Mesdames et messieurs, c'est comme ça, on va devoir tout laisser, traverser tous les éléments du matin pour être avec vous, parce que c'est le début de la saison. Marcelin Govoy avec vous, très heureux de vous retrouver pour le retour des matinales, 5h55, 7h30. Et en plus, c'est la saison de toute la chaîne qui est lancée, parce que vraiment, ça va commencer avec toutes les inclinaisons. Matin Bonheur, bienvenue, le coq chante toujours. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, voilà, c'est parti. Toutes les inclinaisons, entrée interdite, nous sommes en tournage, mais là, nous sommes en direct. Bienvenue donc pour ces matinales, premier rendez-vous de la saison. On a 168 émissions à passer ensemble et j'ai le grand plaisir donc de vous accueillir dans ce magnifique pays des merveilles avec notre Alice. Mais attention, ce pays des merveilles, le nom de la princesse c'est Alix, nouvelle égérie de cette matinale que je salue maintenant. Bonjour Alix. Bonjour Marco. Bienvenue dans la famille. Merci, l'honneur est pour moi. En tout cas, bonjour téléspectateurs. Le suspense est terminé et j'ai envie d'ajouter Jamados en 3. Désormais, nous servirons aux côtés de ce croquignolé, amen monsieur, et pour vous offrir chaque jour la quintessence même d'une journée de bonheur. Ça va bien? Ça va très bien. Alors nous sommes, mesdames et messieurs, aujourd'hui le lundi 22 octobre 2018. Merci d'être en notre compagnie. Matin Bonheur à la réalisation, Christelle Akoussa-Souro, félicité. Et tout cela goupillé par notre rédactrice en chef, nouvelle rédactrice en chef que nous aimerions saluer et nous souhaiter une bonne arrivée. Déjà en faisant une très bonne émission sans faute, Anne-Zelika Eoura. Qu'est-ce qu'on aura au sommaire de cette émission? Alors pour aujourd'hui, 22 octobre 2018, on aura parlé bien sûr de réglementation en matière de circulation routière avec notre consultant avec qui nous allons bien sûr développer ce sujet. En thématique, aujourd'hui c'est lundi, on a entrepreneuriat, on parlera de l'importance de la fiche de poste, cette boussole pour tout employé, même pour l'heure, comme les notes d'une grande symphonie. On démarre les grandes lignes de l'information avec Hamza Diaby. Absolument, Hamza Diaby qui ouvre les vannes dans Côté Info de cette première émission. Merci d'être avec nous. Hamza Diaby, bonjour et bon début de saison avec nous également. Bonjour Marcelin, bonjour Alex. Bonjour Hamza. Je suis ravi de vous retrouver. Ah oui, nous, pareil. Nous, on était là pendant que vous étiez... Oui, ça fait partie donc des choses de la vie. Ça s'est bien passé quand même. C'était très bien. Vous avez dû voir, non, à la télévision, le journal, ça continuait. Ah non, je reposais. Ah. Allez, on y va, Hamza, c'est parti. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce 6 heures différent du 6h30. Le Conseil national de la comptabilité a organisé le jeudi dernier, 18 octobre, au plateau, une journée de sensibilisation des cadres des secteurs publics et privés sur les normes comptables internationales IFRS, intégrées dans le système comptable de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, SISCOADA, révisée. Et cette formation vise à permettre aux participants de s'approprier les normes IFRS. Ces normes, une référence en comptabilité internationale, ont pour avantage de favoriser les échanges internationaux et les investissements étrangers pour les parties membres de l'OADA. On en parle avec Nadia Eidja et Cheikh Kone Aboubakar. 42, c'est le nombre d'innovations intégrées dans le système comptable de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, SISCOADA révisé. Le SISCOADA a été adopté depuis janvier 2017 et l'un des points clés des innovations concerne l'adaptation des normes comptables du SISCOADA aux normes internationales d'information financière, IFRS. Un investisseur regarde d'abord le référentiel comptable qui est adopté dans un pays et voit si ce référentiel comptable est en phase avec les activités qu'il doit mener. Et donc, en empruntant certaines règles internationales pour les intégrer dans notre dispositif national ou bien dans notre dispositif communautaire, nous sommes en train d'attirer les investisseurs pour booster notre économie.
Utilisées par 143 pays, les normes IFRS sont obligatoires pour les grands groupes internationaux et les sociétés cotées. Elles sont une référence en matière de comptabilité internationale. C'est pourquoi une séance de formation a été initiée à l'endroit des cadres des secteurs privés et publics sur le sujet. Les acteurs du monde de la finance sont aujourd'hui sensibilisés sur les pratiques internationales en matière d'information financière. Le CISCOADA révisé qui aujourd'hui se rapproche de plus en plus des normes internationales IFRS et puis permettre aussi aux participants d'avoir une vision entre les éléments du CISCOADA révisé qui se rapprochent des normes IFRS et éventuellement des points de divergence au niveau du CISCOADA révisé qui ne sont pas en adéquation avec les normes internationales IFRS. Le nouveau référentiel comptable CISCOADA, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2018 pour les comptes personnels des entités économiques. Pour les comptes consolidés, combinés et les états financiers selon les normes internationales IFRS, l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2019. Après les assises de 2006, la Côte d'Ivoire accueille pour la deuxième fois la conférence internationale sur le caoutchouc. Du 22 au 26 octobre prochain, les acteurs de la filière et véhicoles vont réfléchir sur la contribution de l'industrie du caoutchouc naturel au développement socio-économique et à la préservation de l'environnement. Il s'agira de réfléchir sur les maladies de l'EVA, les nouvelles variétés à haut rendement et les nouvelles pratiques agricoles qui permettent d'avoir de l'EVA de qualité. On en parle avec Noël Niagno. L'EVA, une des spéculations phares de l'agriculture ivoirienne. De 210 000 tonnes en 2010, la production nationale de caoutchouc naturel est passée à 600 000 tonnes en 2017, hissant la Côte d'Ivoire au premier rang des pays africains producteurs de caoutchouc naturel. Au-delà de ces références, l'EVA est une mine d'opportunités socio-économiques de la plantation à l'usine. À titre d'exemple, la saignée. Aujourd'hui, on estime au bas mot à 600 000 hectares de plantations réalisées. Ces 600 000 hectares de plantations vont créer 200 000 emplois de seigneurs. Ensuite, pour le métier de régisseur de plantation, nous aurons un certain nombre d'emplois à créer. Imaginez-vous demain si nous avons 1 million d'hectares de plantation d'EVA, c'est autant d'emplois de régisseurs de plantation qui vont se créer. Quand on arrive à l'usine, il y a tous les corps de métier. Seulement voilà, le métier est décrit à l'image de celui du palmier à huile pour des raisons de déforestation, de notions d'accaparement de terres au détriment des cultures vivrières. Pour relever ces défis, les acteurs ivoiriens se sont conformés aux normes internationales. On s'active à obtenir des certifications internationales. Donc à ce titre, la SCC, dans le domaine des véhicules en Côte d'Ivoire, a été la première à avoir la double certification ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement. On se fait fort de respecter tous les textes environnementaux nationaux. Fort de cette disposition prise, Sud Como Caoutchouc a eu le prix d'excellence de la meilleure entreprise dans le domaine de la salubrité et de l'environnement. Conclusion, l'industrie du caoutchouc naturel peut contribuer au développement socio-économique et à la préservation de l'environnement. Reste maintenant à approfondir les réflexions durant ces 4 jours sur les problématiques liées entre autres aux maladies du caoutchouc, aux nouvelles variétés à haut rendement. Toutes choses qui vont permettre d'avoir de l'EVA de qualité pour le bonheur des chaînes de valeur de la filière. Vous allez le voir en image. Après 3 éditions réussies, le comité d'organisation du marathon international du district d'Abidjan, piloté par Victor Yapobi, a animé hier une conférence de presse. C'était la conférence de presse de lancement de la 4e édition. C'est un mois avant la course qui aura lieu le 15 novembre prochain. L'occasion a été choisie par le comité d'organisation pour annoncer les innovations de cette 4e édition. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochains journaux. Et puis, cette information, ce triste tableau, donc l'ex-directeur général du port autonome d'Abidjan, Marcel Gossio, cadre du FPI, Front populaire ivoirien, est décédé hier soir des suites d'un malaise ici même à Abidjan à l'âge de 67 ans. Vice-président du FPI, Marcel Gossio avait dirigé la direction nationale de campagne de Afinguessan à la présidentielle de 2015. Ce décès intervient après celui de Raymond Abouondori,
Fauri, un autre cadre du parti, emporté par une crise cardiaque le 8 septembre 2018. C'est la fin de cette première séquence de l'information en ce début de journée. Je vous retrouve à 6h30 pour l'info sur le continent africain. Merci beaucoup, Hamza. Voilà, merci à Hamza Diaby. Nous allons le retrouver aux alentours de 6h30. Vous êtes en direct sur RT1. Votre bonjour nous vient d'Abidjan avec votre serviteur et Alix Kokola. On aimerait, puisque nous sommes à la première, profiter pour remercier toutes ces équipes qui sont avec nous, les équipes de production conduites bien sûr par Nafissa Touré, oui. Et Madame Dosso, toutes les équipes qui sont là, toutes les équipes qui travaillent, ces personnes qu'on ne voit pas mais qui abattent un travail colossal. Et puis, au nom du respect par rapport à ce métier, saluer notre ancienne rédactrice en chef, Madame Kadi Fadiga, qui était appelée à d'autres missions, qui est maintenant directrice de la deuxième chaîne du groupe RTI, RTI2, deuxième chaîne télé. Nous lui adressons nos sincères félicitations. La suite, Alix, c'est avec... C'est avec le fitness. Donc, vous êtes invité à faire de la place dans vos différents domiciles et suivre les exercices de cardio et d'abdos du coach Cyril. Bonjour tout le monde et bon matin. Salut Marco, salut Alix, salut chers téléspectateurs. C'est Cyril Nyamke, je suis coach sportif et pendant toute cette saison, c'est moi qui vais vous aider à atteindre vos objectifs en matière de conditions physiques, de conditions cardiovasculaires. On va s'entraîner ensemble et passer de bons moments, j'en suis sûr. Alors la séance d'aujourd'hui va consister à faire 30 secondes d'entraînement et 10 secondes de pause. Donc c'est pas un truc qui est vraiment compliqué, c'est pour débuter, c'est pour se mettre en jambe comme on dit. Donc on va aller pas à pas, on va commencer dans 10 secondes avec le chronomètre. Donc vous ne faites que me suivre et ça va bien se passer. Premier exercice, jambes écart à la largeur des épaules. On va descendre en squat légèrement et pousser les bras vers le haut. On descend légèrement en squat et on pousse vers le haut. Allez go. On va échauffer la partie postérieure. Les fessiers, l'arrière des jambes, le dos, les bras. On vide l'air, n'oublie pas de vider l'air à la montée, c'est très important. Donc je me mets légèrement de profil pour que vous puissiez mieux me voir. Parfait, dans 10 secondes on repart, on va changer d'exercice. Maintenant ça sera un squat. Donc toujours largeur des épaules, écart des jambes, largeur des épaules. On va envoyer le bassin en arrière, fléchir et remonter. D'accord? Pensez à vous comme si vous êtes en train de vous asseoir sur une chaise. On fléchit et on remonte. On pousse sur les bras pour remonter. On serre les fesses et on redescend. Genou vers l'extérieur, dans le même sens que les orteils. N'oubliez pas à chaque fois de vider l'air, c'est très important. Surtout à la montée, on serre les fesses, on gagne les abdos, on vide l'air. Allez, allons-y ensemble. Courage. Alors, 10 secondes de pause. On va repartir. Un autre exercice, ce sera des jumping jacks. Légèrement plus cardio. On serre les jambes, on serre les pieds, on colle les mains, on écarte et on resserre. Allez. Rien de bien compliqué. Écoutez juste votre corps. Essayez de garder les jambes bien tendues. Parfait. On récupère encore une fois. Cette fois-ci, on va aller au tapis. On va se mettre devant notre tapis. Fléchir légèrement les jambes. Aller en position de pompe et revenir. Alors on fléchit les jambes, on avance. Position de pompe et on revient. On se redresse et on repart. Je rappelle que c'est une séance d'introduction pour dire à vos muscles au fait que vous êtes là, que vous êtes présent, que vous allez les stresser votre corps pour qu'il change au fait. Allez, une dernière fois. Parfait. Dans 10 secondes, on va repartir avec les squats. Cette fois-ci, on va faire un petit squat
et donner un coup de pied sur le côté. On va alterner à chaque fois. Toujours la largeur des épaules. Un petit squat, un coup de pied sur le côté. Petit squat, coup de pied sur le côté. Allez, mouvement très très simple. Allez, courage. Allez. Levez bien la jambe. Parfait. Cette fois-ci, on repart au tapis. On se couche sur le dos. Je vais m'essuyer un peu. Coucher sur le dos. On pose les mains au sol. On colle les pieds, on colle les jambes, on décolle les jambes jusqu'à la poitrine, les genoux jusqu'à la poitrine et on redescend. Allez. On essaie de bien engager les abdos. De vider l'air à la montée. Et contrôler la descente. On atterrit toujours avec les pieds. Ça diminue la tension dans le dos en fait. Parfait. On se redresse. Alors, fin de cette petite séance. On a un peu transpiré. C'était vraiment cool. Et je peux vous dire que c'est bizarre, mais je suis fier de vous. Je suis fier de l'effort que vous avez accompli, de la décision que vous avez prise de faire du sport très tôt le matin. C'est déjà génial. Donc je vous souhaite bonne journée et je passe l'antenne à Marco et à Alix. À bientôt. Peace. Prenez soin de vous. On a la même forme, hein. Laissez-moi vérifier. Dites oui, pardon. Bon, d'accord. Oui, pour vous faire plaisir. Merci, coach Cyril. Alors, on va bifurquer tout de suite avec un autre point de l'actualité. C'est la revue de presse avec la voix de Ange-Patrick Éolier. Bonjour Alix, bonjour Marcelin. Commençons tout de suite cette revue de presse par le site de Fraternité Matin qui relaie une annonce de la direction des examens et concours d'ECO. Il s'agit de l'ouverture des inscriptions des examens scolaires de la session 2019. Démarrées le 15 octobre dernier, elles se poursuivent pour s'achever le 14 décembre prochain. Sont concernés les élèves en classe de CM2, 3e, terminale, les prétendants à la candidature libre aux examens de CPE, du BEPC et du baccalauréat. Les prétendants à la candidature libre en situation de handicap doivent en outre impérativement se faire enregistrer dans les structures spécialisées. Il s'agit de l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles pour les non-voyants et malvoyants et l'École ivoirienne des sourds et malentendants. La note d'information émanant de la DECO précise que les prétendants à la candidature libre doivent se préinscrire directement sur le site de la DECO, www.men-deco.org, puis déposer leur dossier physique dans les directions régionales ou départementales de l'éducation nationale pour validation. Fraternité Matin qui consacre également sa une à la disparition de Marcel Gossio, vice-président du Front populaire ivoirien, tendance Pascal Afin-Guessant. Décès survenu ce dimanche dans une clinique à Marcory des suites d'un malaise survenu à son domicile. Âgé de 67 ans, il fut directeur général du port autonome d'Abidjan. Dans l'actualité africaine, le sang d'un soldat malien a coulé dans le nord du pays. Un soldat malien tué et 2 autres blessés à Boulekessi, pointe BBC sur son site d'information. Africa numéro 1, qui revient sur les circonstances de l'attaque, explique que des militaires maliens sécurisaient la foire hebdomadaire de Boulekessi, ville frontalière avec le Burkina, lorsqu'ils ont été pris pour cible par 3 terroristes armés. Des échanges de tirs s'en sont suivis. Le bilan, on le rappelle, un militaire malien tué et 2 autres blessés. Dans l'actualité internationale, en France, l'affaire de la prof braquée a été traitée par la presse locale. Un jeune lycéen de 15 ans a menacé vendredi à Créteil son enseignante assise dans une salle de classe avec un pistolet factice. Filmé, la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux dans l'Hexagone. Juste après les faits, la victime est allée porter plainte. Selon France Inter, le lycéen braqueur a été mis en examen pour violence aggravée avant d'être libéré hier soir en attendant son jugement. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, promet des sanctions disciplinaires fermes assorties d'un suivi qui puisse éviter toute récidive. Le journal Le Parisien qui croit
savoir le sort de l'adolescent puisqu'il écrit qu'il risque jusqu'à 40 mois de prison, l'équivalent d'environ 3 ans de détention. Il a notamment reçu interdiction d'entrer en contact avec la victime, de porter ou détenir une arme. L'enquête sur la vidéo est en cours, notamment pour retrouver l'auteur des images filmées en classe et largement diffusées sur les réseaux sociaux. Et pour finir sur le sujet, Ouest France publie ce lundi un entretien avec le ministre de l'Éducation nationale, interview dans laquelle il appelle les lycées à interdire le téléphone portable. Le sport a aussi sa place dans cette revue de presse et nous parlons de Lionel Messi. Selon MaxiFoot, la star argentine du Barça a été victime d'une fracture au bras droit face au Séville FC. 4-2 en Liga samedi. L'attaquant du FC Barcelone, Lionel Messi, sera absent 3 semaines et ratera donc le Classico dimanche prochain contre le Real Madrid. À en croire le site français d'information sportive, c'est un énorme coup dur pour les Blaugrana. Même son de cloche au niveau de la presse sportive espagnole qui en a fait son chou gras. Les deux médias catalans, El Mundo, Deportivo et Sport, insistent sur ce dimanche et sur l'absence de Messi pour cette affiche avec les titres « Leader brisé » et « Leader dans la douleur » en référence aux problèmes physiques que connaît la star de 31 ans. Pour la première fois depuis 2007, le Classico va ainsi se disputer sans Messi ni Cristiano Ronaldo. En dernière information, la présidentielle au Kenya enregistre déjà une candidature très particulière. Selon le site ivoirien Le Babi, l'écrivaine Kingwa Mouchenkou a réitéré ses ambitions présidentielles en dévoilant un parti politique controversé connu sous le nom de Parti du sexe au Kenya. Elle a déjà commencé à battre campagne avec des photos d'elle nue qu'elle n'hésite pas à publier sur les réseaux sociaux. C'est la fin de cette revue de la presse. Merci de l'avoir suivi et à demain. Merci beaucoup de nous donner vraiment des informations, toutes les informations, rien que des informations. Le genre Merci en avant, beaucoup. on a envie de dire. Ah oui, en tout cas, on a eu toutes les informations. Merci à vous également d'être avec nous. C'est Matin Bonheur. Il est pile 6h18 partout en Côte d'Ivoire et à Abidjan. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants seulement, nous allons recevoir quelqu'un qui fait autorité en matière d'information routière. Mais avant, nous allons passer par les inconditionnels, les fondamentaux de ces matinales. Le point route, c'est parti. C'est qu'on en avait pas. Oui, le point route, aujourd'hui, on démarrera par Koumassi, s'il a réalisé exactement le grand boulevard de Koumassi, où l'affluence est plutôt modérée, on va dire. Avec vue sur le château d'eau. Très important, en point de mire, le château d'eau. Plusieurs véhicules qui sûrement sont en train de regagner les différents lieux de travail. Après Koumassi... Nous allons tout juste à côté, pas trop loin en tout cas. Marc Cory qui nous accueille avec cet échangeur qui nous montre qu'il n'y a pas trop d'échanges en ce moment. Actuellement, le jour se lève sur toutes les principales poches géographiques de notre capitale administrative et économique. Et nous allons maintenant avec un autre pont. C'est ça. Le pont de Gaulle, on va atterrir sur le pont de Gaulle là-bas. Petite affluence quand même, il y a du mouvement, on va dire, avec également les véhicules qui se hâtent pour, on va dire, vaquer à leurs occupations respectives. C'est quand même dégagé, voilà. Donc pour ceux qui voudraient se rendre sur ces différentes artères, ça va pour l'instant. Et on termine avec le boulevard Lagunaire, le boulevard Lagunaire donc, qui déploie donc, toute son étendue avec une circulation, on va le voir, hein, qui très tôt ce matin est relativement dense ou pas du tout, c'est selon donc, de l'endroit où vous vous trouvez. On espère que vous profitez de toutes ces indications que nous vous donnons afin de pouvoir prendre le chemin idéal qui vous conduit à votre poste de travail. Justement, parlant d'indications, cette année, nous avons décidé d'éviter des personnes idoines hein, qui sont dans le sujet même de la circulation routière afin de nous parler un peu de tout ce qui motive, tout ce qui fait partie de ce monde-là. Avec beaucoup de plaisir, nous recevons M. Paul Écou, il est consultant. Avec lui, nous allons parler de la circulation routière et de la réglementation. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Paul Écou. Bonjour Alex. Bienvenue. Merci. Alors tout de suite, on va vous demander quelle est la réglementation en vigueur et est-ce qu'elle est respectée? Est-ce qu'elle est respectée? Je ne peux pas vraiment m'hasarder à y répondre parce que bon, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de statistiques. Ce n'est pas pour défendre les Ivoiriens, mais bon, les brebis galeuses, les chauffards, il y en a sur toutes les routes du monde. Sauf qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont cette particularité de croire que le code de la route,
c'est plus des habitudes, des pratiques de conduite. Ce sont des préjugés qu'il faut laisser tomber. Le code de la route, comme son nom l'indique, c'est un ensemble de textes de loi. Et c'est ce que nous allons essayer d'expliquer aux Ivoiriens. Quelles sont les dispositions essentielles, qu'est-ce qu'il faut faire, comment se comporter sur la route. Tout cela est régi par la législation en vigueur. Est-ce que c'est respecté? Est-ce qu'on peut le dire comme ça de façon péremptoire que les Ivoiriens, je ris même en posant la question, respectent le code, la réglementation routière? Tout à l'heure, je venais de le dire, je n'ai pas envie de m'y hasarder parce qu'il n'y a pas d'études officielles. C'est vrai que certaines situations de conduite sur les voies laissent à désirer. Mais bon, je suppose que après les statistiques de guichet unique, il y a 450 000 automobilistes. Si les Ivoiriens étaient si mauvais chauffeurs que ça, quand même, on ne pourrait pas circuler. Je pense qu'on fait des efforts. Je pense qu'on ignore beaucoup de choses. On a beaucoup de méconnaissances de nos tests. Mais bon, Dieu merci, le code de la route est universel et que certaines pratiques ne sont pas forcément contraires à la loi. Voilà. Alors, tablons justement sur ces textes. Qu'est-ce qu'ils disent? Je veux qu'on retienne que notre code de la route est éminemment pénal. Notre code de la route, c'est du droit pénal. Donc, il prévoit beaucoup d'infractions, beaucoup de délits. Le code de la route, il est assez complexe chez nous. Il tire ses origines dans une loi de 1963 qui réglemente la police de la circulation routière, qui est complétée par un décret qui vient d'être révisé en 2016. Et comme je l'ai dit, cet ensemble met environ 1 millier de règles à connaître pour l'usager de la route. 1 millier, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, Le exactement. minimum, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'il faut savoir quand on est à bord d'un véhicule, au volant? Qu'est-ce qu'il faut savoir, le minimum, pour pouvoir limiter les dégâts? Pour pouvoir limiter les dégâts, je vais essayer de résumer le code en quelques grands principes. D'accord. Pour rappeler aux Ivoiriens que le code de la route, il s'applique pareillement pour tous les usagers. Le code de la route entend par usager le conducteur, le piéton, et le décret de 2016 a inclus les passagers. Du coup, comme il s'applique pareillement pour tout le monde, la règle de priorité à droite doit être respectée, que ce soit un poids lourd ou un cycliste. C'est que les Ivoiriens ont tendance à ignorer. Ah, ça. Ah oui, Voilà. ça franchement. On ne fait pas dire. Hein. Ah oui. On est tous coupables. Le cycliste, il est autant usager de la route. Il est même conducteur, selon la définition du code. C'est pareil pour le charretier. Ça me fait rire quand on le dit, mais le charretier aussi est usager de la route. Il conduit un véhicule qui n'est pas un véhicule à moteur selon le code, mais c'est un véhicule. Et il a donc droit au respect de ces règles-là aussi. Le code s'applique pareillement. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de code pour un village, pour une ville. Ça s'applique pareillement. Ça s'applique à tout type de véhicule, selon les caractéristiques, bien évidemment. C'est ce qu'il faut retenir. Il faut aussi retenir que le code de la route prévoit beaucoup d'infractions, beaucoup de délits. Donc, chaque fois qu'on essaie de ne pas respecter le code, on s'est conduit un peu, bon, excusez-moi de le dire, comme un délinquant. Donc, il faut faire vraiment attention à ne pas se faire prendre au piège des délits et des infractions. Parlons aussi d'une donnée qui vient de façon récurrente. Hein. L'incivisme, la politesse, tout ça au volant. Est-ce que c'est respecté dans nos pays, dans notre pays, la Côte d'Ivoire? Je vous vois venir. J'espère qu'on n'allait pas parler de galanterie envers les femmes. Parce que l'incivisme ou la galanterie, c'est peut-être faciliter la conduite pour l'usager qui est en face de nous. Il n'est pas toujours évident de prétendre respecter les règles du code de la route. Les règles de priorité à droite peuvent être remises en cause par les situations d'embouteillage, par les situations de difficultés, des accidents sur la route. Par moment, il faut faire un peu preuve de gentillesse et de permettre à l'autre, s'il n'a pas la priorité, de passer, soit pour fluidifier la circulation. Monsieur Ekou, soyons réalistes. Gentillesse dans la circulation, Abidjan, pour parler de façon triviale. Abidjan ici, là, gentillesse? Ce qu'on oublie, c'est que la situation de conduite est très stressante. Hein. On oublie. Les études ont montré que ça fait monter beaucoup de testostérone. Ça stresse beaucoup et que, bon, il n'est pas toujours évident de garder son sang-froid. Donc, je ne vais pas vraiment dire qu'on est gentil. Alors, qui est plus nerveux, les hommes ou les femmes? Vous allez poser la question. À qui? Je pense que, selon certaines statistiques, les femmes sont moins hystériques au volant que... Pardon? Merci, monsieur. Pardon? Que dans d'autres situations, je veux dire. Ça dépend de la situation. La plupart des bagarres sont générées par des hommes. La plupart des manquements des codes de la route sont générés par des nervosités et les hommes... Reconnaissez et prenez l'engagement de changer. Je suis un homme, mais je le dis. C'est à corps défendant que je dois le dire. Mais bon, je reconnais que je dis moins hystérique en situation de conduite qu'ailleurs, je ne dis pas qu'ils ne sont pas toujours... Voilà. Alors, parlons toujours de réglementation. Vous disiez à l'instant qu'elle n'est pas tellement suivie. La faute à qui, on a envie de se dire? C'est les moniteurs d'auto-école ou bien ce sont les conducteurs eux-mêmes qui font fi de tout ce qu'ils ont appris? La faute est à plusieurs niveaux. Depuis nos autorités publiques, qui sont aussi des acteurs qui interviennent dans la circulation routière, le code indique qui est autorité publique.
Il s'agit soit du ministère en charge des transports, il s'agit également des autorités municipales qui ont laissé faire certaines, qui ont toléré certaines pratiques, qui ont faussé un peu la réglementation. Il y a aussi le Lesquelles les pratiques par exemple, les stationnements abusifs, l'occupation anarchique de certains trottoirs. Ce sont des tolérances. C'est bien réglementé. Le code définit clairement à quoi est destiné un trottoir, à quoi est destiné l'accotement. Mais certaines pratiques commerciales, certaines activités mercantiles ont pris le pas sur la circulation routière sur la côte. Très important. Et ça, c'est un thème qui est cher à notre oui, on aura l'occasion d'en parler. Surtout, c'est vrai qu'il faut une bonne réglementation, mais il faut que l'instrument premier, c'est-à-dire la route, soit vraiment en bon état avec ces personnes qui vendent aux alentours. On les chasse pas. Des fois, ça crée énormément de problèmes. Merci beaucoup, Monsieur Ekou. C'est notre monsieur sécurité routière sur Matin Bonheur. Il sera avec nous comme ça tout le temps pour nous parler un peu de tout ce qui rythme la circulation routière au sens propre comme au sens figuré. Tout ce qui est autour, la réglementation, tout ça. Attention, breaking news. Dans quelques instants, nous allons recevoir un ministre du gouvernement de Côte d'Ivoire dans cette émission, dans la rubrique... La rubrique Instant Vérité avec Gabriel Zani. Même pour l'heure, on passe aux différentes variations du temps. C'est la météo suivie du deuxième flash, le Flash Afrique. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. La brume humide sera visible ce matin par endroits sur les régions du nord et de la bande centrale en début de matinée. Par la suite, le temps sur ces zones sera occupé par de larges éclaircies qui pourraient s'y installer. Les régions du littoral et du sud forestier seront vite dominées par le soleil malgré un début de matinée nuageux. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 25 degrés à Abidjan, 25 à Adiaké, Bandoukou 24 degrés, Boaké 23 degrés, Daloa 24 degrés, Dimbokro 23 degrés, il fera 23 à Gagnoa, 24 degrés à Korogo, le mercure affichera 23 à Mans, Odiéné 24 degrés, il fera 25 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et Yamoussoukro 24 degrés. L'après-midi, le soleil dominera largement le temps sur l'ensemble du pays. Toutefois, l'entrée des flux marins sur les côtes sera favorable à l'installation de la brise. Ainsi, des pluies parfois orageuses pourraient se déclencher sur les régions côtières et les régions forestières en milieu ou en fin de période. L'Ouest aussi connaîtra quelques pluies en fin de période. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 31 à Abidjan, 31 degrés à Adiaké, 32 degrés sur la ville de Bandoukou. Il fera 31 degrés à Boaké, Daloa, 30 degrés, 32 degrés à Dimbokro, Gagnoa, 30 degrés, 31 degrés sur la ville de Korogo, Mans, 30 degrés. Odiéné marquera 32 degrés, il fera 30 degrés sur la ville de San Pedro, Sassandra, Tabou et Yamoussoukro, 31 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui nous prennent en marche. Pour les autres, je suis encore avec vous et vous allez vous y habituer. Au Nigeria, le gouvernorat de Kaduna, où 55 personnes ont été tuées la semaine dernière dans des affrontements entre musulmans et chrétiens, a décrété dimanche, craignant un embrasement, un couvre-feu dans la capitale de cet État du nord du pays. Le gouverneur a demandé aux habitants de respecter les consignes, de ne pas sortir de chez eux, affirmant que cette décision a été prise dans l'intérêt de l'État. La coalition au pouvoir en RDC a annoncé dimanche l'organisation d'un meeting le samedi 27 octobre prochain à Kinshasa au lendemain de la date prévue d'une manifestation de l'opposition. Le Front commun pour le Congo va lancer une série d'actions de grande envergure pour sensibiliser en faveur du processus électoral. La première de ces actions à laquelle le FCC convie les Kinoises et les Kinois, c'est un grand meeting populaire.
Depuis 20 ans, seuls des soldats, des réfugiés ou des rebelles se hasardaient à la frontière entre les frères ennemis de la Corne de l'Afrique, Éthiopie et Érythrée. Mais avec la normalisation de leurs relations, l'ancien no man's land désertique est aujourd'hui frémissant d'activité. On regarde. Pendant 20 ans, ce poste frontière était déserté. Aujourd'hui, des bus et des camions font la queue pour traverser. En juillet dernier, l'Érythrée et l'Éthiopie ont signé un accord de paix après 20 ans d'un conflit latent. Depuis l'ouverture de la frontière, le nombre d'Érythréens fuyant le régime répressif de leur pays a triplé. Nebat Zerea est parti avec ses 3 filles. Je ne pouvais pas fuir avant parce que j'avais moins de 20 ans. Il faut avoir 30 ans pour pouvoir quitter le pays. Donc je n'avais pas le choix, je devais attendre. L'Érythrée a l'une des économies les plus faibles d'Afrique et l'un des pires bilans du continent en matière de défense des droits de l'homme. La majorité de la population n'est pas autorisée à quitter le pays et n'échappe pas au système de conscription obligatoire et illimitée. Certains fuient le pays, mais d'autres viennent juste découvrir Zalambessa avant de repartir chez eux la nuit tombée. Je suis très surpris. Je ne m'attendais pas à un tel niveau de développement. C'est très surprenant, mais je suis heureux. Les camions affluent dans les deux sens. À Senaf, une ville érythréenne située à 23 km au nord de la frontière, les commerçants éthiopiens viennent par bus pour amener au marché tout ce qu'il est possible de vendre pour le plus grand bonheur des Érythréens. Nous avons tout ce que nous n'avions pas auparavant, du plus petit produit au plus gros produit. Des choses que nous n'avions pas avant viennent de Mekele et Adigrat. Les commerçants éthiopiens sont toutefois inquiets. La valeur de la monnaie érythréenne, la nafka, est bien supérieure au birr éthiopien, ce qui rappelle des préoccupations déjà présentes avant la guerre de 1998. À l'époque, les deux pays étaient déjà en désaccord sur les questions monétaires et commerciales. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel va proclamer ce lundi 22 octobre les résultats de l'élection présidentielle. L'élection qui s'est tenue le 7 octobre dernier. Dimanche à Douala, en prélude à cet événement, des opposants ont projeté une manifestation de protestation dans les rues de la ville. Ils entendaient dénoncer ce qui pour eux n'est rien d'autre qu'un hold-up électoral en prévision de la victoire probable de Paul Biya. Les forces de l'ordre ont fait échec à cette manifestation. Et toujours au Cameroun, le gouvernorat de la région anglophone camerounaise du Nord-Ouest a démenti dimanche l'enlèvement vendredi de 6 élèves à Bemmanda, la capitale régionale du Nord-Ouest, en confirmant néanmoins l'attaque du lycée. Dans la zone, plus de 300 000 personnes ont fui les violences, pour la grande majorité en brousse et dans les grandes villes des régions voisines et pour certaines au Nigeria voisin. Et c'est la fin de ce journal. Je serai encore avec vous tout à l'heure dans une demi-heure. Merci beaucoup, Hamza Diaby. Triple dose dans cette matinale. Hamza Diaby est avec vous à l'ouverture, à l'instant, et puis il sera avec nous, aux alentours de 7h03. Vous êtes sur la matinale la plus survitaminée d'Afrique et d'Afrique francophone, avec au sommaire donc Alix Kokola et Marcelin Govoy. Tout simplement. Allez, nouveau feeling, nouveau style dans ce nouveau rendez-vous de Matin Bonheur. Lundi Motivation. Nous savons tous que le lundi est l'une des journées les plus détestées au monde. Ça se comprend. Il y a la maladie qu'on appelle la lundiose. On a la flemme, on ne veut pas se réveiller. Eh bien, nous, au niveau éditorial, on a décidé de vous motiver. Et on espère que vous allez apprécier. Regardez. La motivation, c'est le moteur de toute action dans la vie. Votre niveau de motivation détermine votre niveau d'engagement. Et votre niveau d'engagement détermine votre niveau de résultat dans tout ce que vous allez faire. Il arrive que plusieurs dans la vie, malgré cette connaissance précieuse, n'arrivent toujours pas à garder le niveau de motivation requis afin d'avoir le niveau d'engagement dans le but d'atteindre les niveaux de résultats qu'ils ont toujours rêvé avoir. Ils se demandent donc, pourquoi je n'arrive pas à être suffisamment motivé pour faire ce que j'ai à faire? Ou alors, il leur arrive d'être motivés, mais n'arrivent pas à garder ce niveau de motivation longtemps. Ils se posent donc la question de savoir, mais comment rester motivé au quotidien? Comment faire pour garder le cap de la motivation en permanence et ne plus se laisser freiner par les événements passagers dans la vie? J'imagine que la question que vous vous posez en ce moment, c'est est-ce possible de rester motivé au quotidien? Et ma réponse est bien oui. Pour y arriver, l'une des choses les plus précieuses à faire serait de savoir qu'est-ce qui vous démotive. Parce qu'en réalité, vous êtes naturellement motivé. Pour le comprendre, observez les enfants. Ils sont naturellement motivés tous les jours. Vous étiez pareil. La motivation était votre état naturel.
Avec le temps, les événements de la vie qui se sont exprimés par vos échecs, vos défaites et vos déceptions ont créé en vous cette démotivation. Et c'est cet élan de démotivation qui s'exprime parfois au quotidien. Voici 3 sources de démotivation sur lesquelles vous pourrez agir pour élever votre niveau de motivation. 1. Une mauvaise perception des événements. Vos déceptions ne viennent pas des événements de la vie, mais de comment vous percevez chaque événement qui se produit dans votre vie. Changez votre façon de voir les événements qui se produisent dans votre vie pour pouvoir changer votre façon de vivre ces mêmes événements. Une perte peut être interprétée comme un malheur, mais elle peut être interprétée comme une opportunité d'avoir mieux que ce qu'on a perdu. Changez votre perception des événements pour changer votre façon de les vivre afin de changer leur influence sur votre degré de motivation. 2. Faire une activité que vous n'aimez pas. La passion est la première source de motivation. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas assez motivé à le faire assez souvent. Trouvez votre passion et vous n'aurez plus à travailler. Vous allez jouer tout simplement. Voici la clé de la motivation en permanence et même de l'épanouissement durable. Il se peut que vous soyez là où vous êtes pour des raisons économiques et qu'il vous est impossible d'abandonner ce travail de peur de ne pas pouvoir assurer au niveau financier. Dans ce cas, restez-y, mais découvrez votre passion et commencez à la pratiquer à mi-temps jusqu'à avoir suffisamment d'indépendance pour l'embrasser entièrement. 3. Les attentes idéalistes. Vos attentes sont la source de vos frustrations. Plus vos attentes sont élevées, plus vos frustrations seront grandes et plus votre démotivation sera grande. Les attentes que vous avez déterminent à quel point vous serez déçu et démotivé lorsqu'elles ne seront pas satisfaites. Lorsque les résultats d'une situation ne dépendent pas de vous, vous devez veiller à ne pas avoir trop d'attentes et ainsi vous pourriez éviter d'être lourdement déçu en cas de défaillance dans l'atteinte de ce résultat. Les seuls moments où vous avez le droit d'avoir des attentes élevées et même idéalistes, c'est lorsque les résultats dépendent entièrement de vous. Je vous souhaite une excellente journée et une magnifique semaine pleine d'opportunités. J'espère que ce remède sorti tout droit de nos laboratoires vous boostera pour l'atteinte certaine de vos objectifs en ce début de semaine. Pour l'heure, passage de témoin à Gabriel Zani dans Instant Vérité. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans Instant Vérité. Vous êtes en direct dans Matin Bonheur. Alors, Alix, c'est vraiment ravissant de te revoir dans l'équipe de Matin Bonheur. Et Marcelin, c'est avec beaucoup de plaisir également que je te retrouve. Alors, mesdames et messieurs, bonjour à tous. C'est toujours un bonheur pour moi de vous présenter cette rubrique. Alors, voilà 38 ans que les communes existent, mais le développement local peine à se réaliser. Des potoirs d'ordures devenus des pancartes d'entrée et de sortie des communes, rues des quartiers impraticables, écoles et hôpitaux mal entretenus, pas d'espace vert, pas d'air de jeu. Bref, le rythme du développement local est lent. Les maires élus ou réélus peuvent-ils relever le challenge du développement local en 5 ans? Si oui, pourquoi cela n'a-t-il pas été fait des années avant? Le maire est-il plus intéressé par son poste, par son titre, que par le développement de sa localité? Pourquoi le développement des communes est-il si approximatif ou ça coince, mesdames et messieurs, autant de questions qui nécessitent des réponses. Aujourd'hui, Instant Vérité reçoit Claude Paulin d'en haut, ministre des Sports, maire d'Atekoubé et premier vice-président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVIC aussi. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. D'entre deux jeux, félicitations à vous, monsieur le maire. Merci. Alors, vous êtes maire d'Atekoubé depuis 2001, c'est cela. 17 ans à la tête de cette commune. On se demande, vos administrés, semble-t-il, vous apprécient? Mais ils le démontrent eux-mêmes par le renouvellement de mon mandat. Je viens d'être réélu pour 5 ans, mais bien avant cette réélection, bien, voilà. Juste un souci technique pour nous, juste le temps de réparer tout ça. Alors, vous êtes dans Instant Vérité, comme je le disais, et je reçois le ministre des Sports, mais en même temps, il est maire d'Atekoubé et premier vice-président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Donc, monsieur le ministre, vous disiez
Je voulais vous remercier pour l'invitation qui m'a été faite d'être là ce matin et dire que la fonction municipale, il faut la concevoir comme un sacerdoce au service de nos concitoyens. Vous avez rappelé tout à l'heure une légère longévité que nous avons à la tête de la commune d'Atekoubé. Je devrais ajouter à cela les 10 années passées auparavant, depuis 1990 à 2000, comme conseiller municipal et maire adjoint. Pour dire que le service de la collectivité n'est pas le fruit d'une génération spontanée. Il faut être au cœur des préoccupations des populations, en contact avec la proximité, pour espérer bénéficier de cette longévité politique au service de nos concitoyens. Donc, vous avez travaillé dans l'ombre et maintenant, c'est le résultat de ce que vous avez fait. Alors, monsieur le maire, les maires des 201 communes de la Côte d'Ivoire sont connus, bien évidemment. Alors, une fois de plus, lors de ces élections, des promesses ont été faites. Question, pourquoi se sentir obligé de faire des promesses si au final, on n'arrive pas à les respecter? Souvent, quand nous sommes en face des électeurs, on perd le sens de la réalité. Parce que la fonction municipale elle-même est encadrée. Le maire n'est pas un magicien qui peut tout faire. Et il faut aussi que les acteurs et les populations soient suffisamment informés de la fonction municipale. Le maire est avant tout un de vos concitoyens que vous choisissez pour conduire et agir tous les jours dans la transformation de votre vécu quotidien. Il est avant tout votre bras séculier. Il n'est pas un magicien qui a des moyens illimités. C'est pourquoi il faut faire très attention quand on choisit son maire, quand on choisit l'équipe municipale. Parce que là aussi, il faut faire très attention. Souvent, c'est un chèque en blanc qu'on donne à un citoyen et on pense qu'il a les moyens de tout réaliser. Monsieur le et maire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est le maire lui-même qui fait des promesses. Ce n'est pas qu'on lui demande de faire des promesses, c'est lui qui veut être élu, donc c'est lui qui, je veux dire, promet mots et merveilles à cette population. Vous avez raison, il faut faire très attention. Souvent, c'est la méconnaissance de la fonction elle-même et de l'environnement qui amène à faire des promesses complètement fallacieuses. Le maire ne peut pas tout faire, il ne peut pas tout faire dans la mesure où la fonction municipale est encadrée. C'est la décentralisation. L'État de Côte d'Ivoire a voulu, dans la proximité, donner le pouvoir aux populations pour qu'elles s'approprient elles-mêmes leur développement et choisissent donc des personnes ou des personnalités, des équipes capables d'impulser le développement sur le plan local. Donc le maire n'a pas de moyens illimités et ne peut pas faire des promesses aussi fallacieuses. Alors, quand une campagne intervient... Ils en font les maires. Oui, mais c'est pour cela que les populations doivent avoir aussi le sens du discernement. Le sens du discernement parce que les ressources du maire viennent des ressources propres de la commune et de la subvention de l'État et des ressources fiscales. Bien, on va y arriver. Dans votre réponse à l'instant, vous avez dit c'est la décentralisation. Le maire ne peut pas tout faire et c'est la décentralisation. Alors, nous avons interrogé quelques Ivoiriens sur la question. Ils disent qu'au constat, c'est plutôt le fait d'être maire qui intéresse l'élu. Quel est votre commentaire là-dessus? Je ne pense pas que ce soit le fait d'être maire. D'une manière générale, vous pouvez noter que depuis ces dernières années, les maires ont apporté beaucoup d'actions de proximité qui ont transformé le vécu quotidien des populations, en construisant des écoles, en construisant des commissariats, des brigades de gendarmerie, en construisant des écoles et surtout des centres de santé et en animant la vie sociale. Donc les maires n'ont pas été complètement en dehors de l'action de développement. Sauf que la décentralisation doit être approfondie dans notre pays. La décentralisation, vous insistez là-dessus. C'est vrai que ça doit être approfondi parce que les maires bénéficient, dans le cadre de la décentralisation, de transferts de compétences. Mais ces compétences doivent être accompagnées de moyens. Parce que qui mieux que le maire, dans la proximité où le président du conseil régional peut construire un collège, une école, que le ministre. D'accord. Donc c'est cela qu'il faut voir. Dites-nous, de façon parallèle à la décentralisation, que font concrètement les maires pour les communes? Que font-ils? Mais les maires font beaucoup de choses. Mais pas suffisamment peut-être. Mais sinon, les maires font beaucoup de choses. Vous savez que la fonction municipale aujourd'hui a connu une embellie. Et il y a beaucoup d'intérêt pour la fonction municipale parce que les maires ont agi dans la proximité pour transformer le vécu quotidien des populations. Et donc, on ne peut pas dire que les maires ne font rien. Sauf que, à l'impossible, souvent, nul n'est tenu.
il faut savoir que l'État de Côte d'Ivoire doit agir comme le Conseil, les critères de convergence communautaire de l'UEMOA. Nous devons transférer suffisamment de ressources aux collectivités pour qu'elles puissent remplir leurs fonctions et amener les populations à adhérer. Il faut de la participation. Monsieur le maire, il faut de la participation. On va être beaucoup plus concret dans cette émission. On va prendre un exemple. Dans le domaine de la salubrité urbaine et de l'assainissement. Alors, que font réellement les maires? On est là, on sait ce qui se passe à Abidjan, dans la ville de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Que font réellement les maires dans le domaine de la salubrité urbaine? Ils font quoi? Il faut savoir que le domaine de la salubrité urbaine a connu des modifications dans notre pays. C'est une compétence, normalement, qui est dévolue aux maires. Entretenir la commune, la rendre belle, c'est d'abord l'affaire du maire. Mais sauf qu'au sortir de la crise, nous avons connu des moments difficiles. L'État a voulu reprendre cette prérogative en créant un ministère en charge de la salubrité urbaine et de l'environnement. Donc c'est pour cela que ces compétences sont devenues des compétences au niveau de l'État central. Et les collectivités ont été appelées à s'occuper j'ai failli dire des actions de proximité, notamment le balayage, le balayage, le curage des caniveaux. La collecte des Jusqu'aujourd'hui, le balayage, le curage des caniveaux, les actions de proximité, les petites actions de proximité ont été dévolues aux communes et les actions majeures de salubrité reviennent au ministère. C'est la réalité aujourd'hui qui fait que les maires sont dessaisis, en réalité, de cette prérogative. C'est l'État. Et je pense que donc, dans les prochains jours... le maire, il n'a rien à faire dans la commune. Non. Si c'est l'État, si pour balayer, pour collecter, je ne sais pas, pour curer les caniveaux, si ces compétences-là sont dévolues au ministère de tutelle, alors on fait quoi? Non, c'est pour dire que c'est une question spécifique. Hein, c'est une situation transitoire, on devrait dire. Aujourd'hui, au sortir de la crise, et vu les enjeux de salubrité qui se posent dans notre pays, l'État a voulu prendre le taureau par les cornes, pour parler ainsi, en créant un ministère en charge de la salubrité et qui, aujourd'hui, a lancé un appel d'offres international pour donner cette chance à notre pays de retrouver son lustre d'antan. Maintenant, je dis que c'est une situation transitoire. Il faudra impérativement que cette compétence revienne aux collectivités et aux maires pour que, rapidement, les moyens qui sont concentrés au niveau central soient suffisamment décentralisés pour que le maire de Sassandra, le maire de Tiapoum, le maire de Niofouin, le maire de Kaniasso puissent, dans la proximité, enlever les ordures et embellir sa ville. Mais c'est en même temps l'occasion aussi, de dire que si nous voulons que la dépense publique soit efficace, il faut que nos concitoyens eux-mêmes fassent attention à la production des ordures. On ne veut pas jeter la responsabilité sur les populations. Non. C'est une responsabilité partagée. Oui, elle est partagée, c'est vrai. Oui. Mais là, actuellement, les questions des maires, de ce qu'ils font exactement pour leurs communes. Alors, si donc la décentralisation n'est pas effective et tout cela, elle est effective. Elle doit être approfondie. Elle doit être approfondie, voilà, pour rester dans vos termes. Alors, de quelles autres ressources, j'ai envie de dire, dispose le maire? Le maire, d'une manière générale, dispose de deux types de ressources. Des ressources propres et des ressources affectées par l'État. Ce sont les ressources fiscales, c'est affecté par l'État ou une subvention, et les ressources propres. Vous noterez que les communes rurales ou les communes qui sont à l'intérieur du pays disposent de très peu de ressources propres. Donc, elles ne peuvent bénéficier que de subventions substantielles pour assurer leur développement. Donc, voici l'ensemble des ressources. Mais à côté de ces ressources, il faudrait dire que le maire doit faire preuve d'imagination. Il doit faire preuve d'imagination pour détecter des ressources additionnelles ou des projets pertinents qui peuvent bénéficier de financements extérieurs. Développer la coopération qu'on appelle la coopération décentralisée avec des bailleurs de fonds extérieurs et avec des partenaires privés. C'est tout cela qui doit permettre d'assurer un développement équilibré. Sinon, le constat, c'est que les maires pénalisent un peu les habitants, donc pénalisent les communes, et puis tout le monde on attend la décentralisation. On regarde le maire, on se regarde les yeux dans les yeux comme ça le matin ou chaque soir, voilà, il n'y a rien, puisqu'on attend la décentralisation. Non. Je pense que de ce point de vue, votre tableau est très pessimiste. Il faut dire que les deux acteurs de la décentralisation
c'est vrai, c'est l'État et la collectivité locale, mais l'acteur principal du développement local, c'est d'abord le citoyen. C'est le citoyen, et le citoyen doit changer de paradigme. Parce que pendant longtemps, on a l'impression qu'une fois qu'on a élu la municipalité ou le conseil municipal, on attend 5 ans. Non, nos concitoyens doivent se dire que c'est un instrument mis à la disposition des collectivités, des populations et des communautés pour assurer leur développement en faisant des choix pertinents. Donc tous les 3 mois, la loi oblige le conseil municipal à rendre compte. Il y a de la redevabilité. Et donc les populations, les associations, les mutuelles de développement doivent s'impliquer tous les jours dans les choix pertinents réalisés par le conseil municipal. Monsieur le maire, quand vous insistez ainsi sur l'implication des collectivités, enfin des communautés, des populations, de la société civile et tout cela, quand vous insistez ainsi, en fait, il y a en moi comme... j'ai l'impression que c'est un aveu d'impuissance de la part des maires. C'est l'aveu de puissance, au contraire. La puissance publique doit toujours retourner... C'est parce que peut-être que les maires ne peuvent rien faire, qu'ils veulent finalement associer les populations associées. Il faut éviter de croire que le maire est un magicien autonome. Il n'est que mandaté par les populations. C'est tout. Donc les populations ne doivent jamais perdre le fil de contrôle avec leur conseil municipal. C'est ça, parce qu'il ne faut pas se dédouaner. Le maire ne peut pas assurer le développement local tout seul. Même pas la municipalité, encore moins le conseil municipal. Bien. Il faut un développement participatif. C'est le but de la commune. Alors, parlons de développement participatif. Quelle est la part de l'UVCOSI, votre association de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, dans la résolution de ce problème, en fait, dans, comment je vais dire ça, la résolution de cette situation-là pour trouver... Décentralisation. Voilà, de décentralisation. Voilà. Que fait l'UVCOSI? L'UVCOSI, c'est une fêtière, c'est l'association des maires. Et cette fêtière a pour mission de fédérer les énergies, de créer la synergie, de créer la solidarité et de porter le plaidoyer au niveau du gouvernement. Et l'UVCOSI, je pense, a commencé à d'abord renforcer les capacités des maires pour qu'ils prennent conscience de leur mission et aussi à commencer le plaidoyer. Mais c'est un plaidoyer qui doit se faire de façon récurrente parce que face à la problématique, les nombreuses problématiques de développement, le gouvernement fait des choix. Et il nous appartient en tant qu'élus de porter la pertinence de nos revendications. Figurez-vous qu'il n'y a pas aujourd'hui de statut de maire, tandis que beaucoup de nos concitoyens pensent que le maire a beaucoup d'argent, il a beaucoup de ressources. C'est le maire lui-même qui choisit d'être candidat dans une communauté. Mais parce qu'il a envie de servir. Non, ça, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Il faut faire très attention. C'est du bénévolat, mais ce bénévolat doit être reconnu. Parce que le maire qui agit pour la collectivité doit être protégé, lui aussi. Il doit être protégé, qu'il ait un statut, qu'au sortir de sa mission, cette mission soit reconnue, ne serait-ce que par une décoration, ne serait-ce que par une protection. J'ai du mal à vous suivre. Oui. Du bénévolat qui doit être reconnu. Je ne comprends pas ça. Mais le bénévolat n'est pas un bénévolat, j'ai failli dire, nul et sans effet. C'est un bénévolat au service de la collectivité. Et la collectivité doit accompagner ce bénévolat par des moyens substantiels. Vous savez que le maire est aujourd'hui le filet social dans l'environnement où il se trouve. Et il se projette sur le maire beaucoup de désirs. C'est pourquoi ce maire doit avoir le minimum. Parce qu'il est aussi l'incarnation de la puissance publique. Voir le maire dans un état de déliquescence, ça traduit aussi la déliquescence. C'est lui qui l'a choisi quand même. Non, il a choisi de servir la collectivité. Oui. C'est un sacerdoce. Mais derrière cela, il faut qu'il y ait des moyens pour l'accompagner. Mais en même temps, oui, c'est vrai qu'il y a des moyens pour l'accompagner, mais il doit avoir des ressources, comme vous l'avez dit, des ressources propres. Voilà, il ne doit pas venir là et puis maintenant quémander un statut. Non. Je ne dis qu'il ne quémande pas un statut. Ce que je dis, il faut faire en sorte que la fonction soit respectée, soit promue et que le maire, à un moment donné, ne se décourage pas et qu'il ne soit pas tenté de faire une gestion approximative parce qu'il serait complètement démuni. Il faut des protections, il faut des garde-fous. Je voulais simplement dire que la fonction municipale est une fonction noble. C'est le service de la communauté. Et le service de la communauté doit s'accompagner de protection pour lui-même, pour sa famille, mais aussi pour tous ceux qui sont amenés demain à donner de leur énergie pour assurer le bien-être de leurs concitoyens. D'accord. Donc, monsieur le ministre, à vous entendre, la décentralisation, c'est une réussite ou un échec? Non, c'est un processus. Depuis 1980, la Côte d'Ivoire... mais jusqu'à maintenant, est-ce que c'est une réussite ou je vais vous répondre. En 1980, nous sommes rentrés dans le processus de décentralisation, progressivement.
Mais vous savez que nous venons d'un État jacobin, un État centralisé où les populations attendent tout. C'est l'État-providence. Et beaucoup de personnes ont cru que le maire était le prolongement du préfet-maire, du maire nommé. Non, le maire est un élu choisi parmi nos concitoyens pour accomplir des tâches décidées par la population elle-même, les besoins dans la proximité. C'est cela. Et donc aujourd'hui, nous pouvons dire que ce processus est en train de se renforcer et il mérite d'être élargi, il mérite d'être approfondi, il mérite d'avoir beaucoup plus de ressources pour que dans la proximité, le maire, le conseil municipal deviennent les véritables bras séculiers du développement, du prolongement du développement des actions gouvernementales. Bien. Alors, monsieur le maire, à vous écouter, la question qui me vient à l'esprit, c'est les maires sont-ils capables d'opérer un développement significatif dans les communes? C'est tant il est vrai que la décentralisation n'est pas encore aboutie, mais n'est pas profonde. Le maire doit être soutenu, les populations doivent mettre, je vais dire, doivent participer aussi au développement local. Je veux savoir, est-ce que les maires sont-ils capables d'apporter un développement significatif? Les maires seront capables d'apporter une transformation dans le vécu quotidien de nos populations si les populations elles-mêmes participent au développement. Parce que le développement doit être participatif. La commune, comme le nom l'indique, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire de quelques élus. Tant que nous serons dans la posture de confier notre destin à quelques élus et que chaque année ou tous les 5 ans nous venons pour les renouveler, nous n'aurons pas le développement souhaité. Il faut impérativement que nos concitoyens comprennent la chose suivante. Les élections ont eu lieu. Nous avons décidé de confier notre destin à un conseil municipal qui, au passage, est aujourd'hui composé de la manière suivante. Il y a le maire élu avec sa municipalité, mais il y a aussi tous ceux qui ont contribué, ont participé à la vie politique, qui sont membres du conseil municipal. Il faudrait que ceux qui ont été battus ne restent pas dans la posture des adversaires, mais viennent participer à l'animation de la vie communale, en ne prenant pas effectivement au conseil municipal, d'une part. D'autre part, il faut que la vie associative, que l'ensemble de nos concitoyens prennent part au développement local, en prenant leur part de responsabilité. Et ensuite, il faut que tout le monde fasse des choix pertinents pour éviter que l'affaire de la santé soit l'affaire du maire, l'affaire de l'éducation soit l'affaire du maire, que l'affaire de la mobilité soit l'affaire du maire, l'affaire de l'environnement doit être l'affaire de tous. C'est ensemble, c'est ensemble que nous allons rendre efficace la dépense publique au bénéfice de nos concitoyens. Bien. Merci bien, monsieur le maire. Merci. Merci d'être venu. Alors donc, pour reprendre un peu ce que vous dites, les élus locaux à l'épreuve du terrain, il faut tout le monde. Il faut la participation de tout le monde pour que ce développement-là soit, mais que la décentralisation demeure le talon d'Achille du développement local. Alors... donc, le talon d'Achille. Non, mais c'est une faiblesse quand même. Je ne vous laisserai pas conclure sur ce point. Non, mais c'est une faiblesse du développement local. Oui, je suis d'accord avec vous que c'est une faiblesse qu'il va falloir y remédier par des actions pertinentes, fortes. Avec la participation de tous. Avec la participation de tous. D'accord. OK, donc merci pour ces éclairages sur les défis que pourraient éventuellement rencontrer les élus, les maires. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle qu'en plus d'être le maire de la commune d'Atekoubé et premier vice-président de l'UVICOSI, monsieur le ministre, vous êtes, ministre des Sports, voilà. Donc, nous l'avons reçu dans le cadre du développement local. Et mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi Instant Vérité. C'est donc la fin, mais ce n'est pas la fin de Matin Bonheur. Restez avec Marco et Alix pour la suite du programme. Bonjour à ceux qui nous prennent en marche. C'est la 3e fois que nous sommes avec vous ce matin. Au moins 18 personnes ont péri dimanche dans le déraillement d'un train dans le nord-est de Taïwan. L'administration des chemins de fer avait initialement fait état de 22 morts. Le Puyuma Express qui transportait 366 personnes a déraillé pour une raison encore inconnue. À Kaboul, des milliers d'Afghans votent pour la 2e journée consécutive après le report du vote dans des centaines de bureaux n'ayant pu ouvrir samedi en raison des violences et de dysfonctionnements dans l'organisation.
Une équipe de reportage de RTI1 était récemment en Inde répondant ainsi à une invitation du gouvernement indien. Lors de son séjour sur place, nos reporters ont visité le musée Mahatma Gandhi, un musée bâti à New Delhi, sur la place même où l'homme dont il porte le nom a été assassiné. C'était le 30 janvier 1948. Allons-y donc à la découverte de ce musée. Notre guide du jour s'appelle Ami Sissoko. Birla Bhavan, c'est ici, dans cette somptueuse propriété en plein quartier résidentiel de New Delhi, que le père de la nation indienne, le Mahatma Gandhi, tombe sous les balles assassines de Nathuram Godse, un extrémiste indien, le 30 janvier 1948 à l'âge de 79 ans. Transformé en musée en 1973 à la mémoire de celui qui a mené l'Inde vers l'indépendance, ce lieu de tristes souvenirs est depuis incontournable à New Delhi. Il porte le nom de Gandhi Smriti ou le souvenir de Gandhi. Les derniers mots prononcés par Gandhi, c'était Hey Ram. Hey Ram, ça veut dire, Ram c'est un dieu, donc il a pris le nom de son dieu préféré, juste avant de mourir. Au-delà de tout ce qu'on apprend dans les livres, il faut vivre la réalité. Donc ce grand homme politique et spirituel qu'on appelle Gandhi, on a eu la chance aujourd'hui de vivre son histoire. Le Mahatma Gandhi, c'est un personnage qui a fait le tour du monde, surtout à cause de sa philosophie de non-violence, qui a inspiré beaucoup de leaders en Afrique et aux États-Unis, particulièrement Martin Luther King, qui a mené une lutte héroïque sans avoir une seule fois versé dans la violence. Donc nous retrouver dans la maison du père de la non-violence, c'est beaucoup d'émotions ressenties. C'est dans cette chambre, modestement équipée, que le Mahatma a passé les 144 derniers jours de sa vie. Gandhi passait ses journées à écrire, filer du coton ou rédiger ses pensées et réflexions sur des grandes questions comme l'indépendance de la nation indienne, la lutte contre le sous-développement. Les visiteurs du musée peuvent encore contempler les effets personnels du Mahatma bien conservés et encore disposés comme s'ils étaient il y a 70 ans. Ses lunettes, sa canne, sa montre, entre autres. Pour perpétuer sa mémoire, son histoire est enseignée à la jeune génération. Sa vie et sa philosophie de non-violence retracées dans ce musée. C'est des choses qu'on a eu l'habitude de voir dans les livres, mais venir jusqu'au lieu même où l'histoire s'est passée, c'est vraiment émouvant, c'est très instructif. Nous avons découvert le bureau où il travaillait, il menait ses politiques, ses affaires politiques, tout ça, donc c'est impressionnant. Quand il n'était pas occupé à ses réflexions profondes, le Mahatma Gandhi était à la prière. C'est d'ailleurs sur le lieu de prière qu'il fut assassiné. À l'endroit précis a été érigé un petit mémorial en forme de véranda à laquelle le visiteur accède en suivant ses pas reconstitués. C'est à cet endroit même qu'il est tombé. Le Mahatma Gandhi était venu offrir sa prière. Il était accompagné de deux de ses disciples. Et quand il est arrivé à cet endroit précis, tout d'un coup, dans l'assemblée, il y avait donc son assassin qui a sorti son revolver et l'a tué. En suivant les pas du Mahatma Gandhi, le visiteur peut découvrir aussi l'histoire de l'Inde qui se confond avec la sienne. Dans cette galerie est retracé en photo le long chemin qui a mené le Mahatma Gandhi vers la postérité et son pays vers l'indépendance. Reportage signé Ami Sissoko depuis l'Inde, d'où elle revient. La caravane de migrants honduriens poursuit sa route vers les États-Unis. Bloquée depuis jeudi par la police mexicaine au niveau d'un pont frontalier, plusieurs milliers de personnes ont réussi à entrer illégalement dimanche sur le territoire. Environ 900 d'entre eux avaient ouvert la voie quelques heures plus tôt en passant par le fleuve séparant le Mexique du Guatemala. Parlons football pour refermer ce journal. Attaquant blessé, faute du gardien et joueur exclu. Thierry Henry a joué de malchance pour son premier match en tant qu'entraîneur de l'AS Monaco. C'était face à Strasbourg samedi soir en 10e journée de Ligue 1. Score final donc 2-1 pour les Strasbourgeois.
C'est la fin de ce marathon de l'information. Je serai encore avec vous demain dans le cadre de Matin Bonheur. Mais avant, on se retrouve tout à l'heure à 10h pour le Flash Info et à 13h pour l'édition de 13h. Merci beaucoup, Hamza. Bonne journée à vous. Merci. Vous avez mérité maintenant de prendre un bon petit déjeuner copieux. J'espère que c'est le cas chez vous également et que vous nous regardez toujours avec beaucoup de plaisir. En tout cas, merci d'être en notre compagnie depuis 5h55 et ce, jusqu'à 7h30. Aujourd'hui, c'est la journée internationale, la journée mondiale du bégaiement, comme tous les 22 octobre. N'est-ce pas, Alix? Exactement. Et c'est le lieu ici de demander aux parents d'inculquer à leurs différents enfants les valeurs d'empathie et de magnanimité vis-à-vis de leurs amis qui peut-être présenteront ce handicap, parce que c'est à l'école que les brimades commencent et ça peut changer le destin de quelqu'un. Donc aujourd'hui, c'est la journée du bégaiement et toutes nos pensées vont à l'endroit des personnes qui sont touchées. Et n'oubliez pas que ce n'est pas un complexe parce qu'il y a de grands, très très grands chanteurs qui vivent ces situations mais qui arrivent à les surmonter. La pub, on se retrouve juste après pour la dernière ligne droite de cette émission. Ce sera la thématique emploi. Nous allons parler de la fiche de poste. Qu'est-ce que cela recouvre exactement? C'est juste après ça. De la matinale, nous abordons tout de suite la thématique du jour. Lundi, c'est la thématique emploi et on parlera de l'importance et le rôle de la fiche de poste. Bonjour, monsieur Joseph Cassé, vous êtes expert en ressources humaines. Bienvenue. Bonjour Alice. Bonjour Marceline. Bonjour à vous, vous allez bien? Très bien. Alors la fiche de poste a toujours constitué une hantise pour le travailleur et aussi également pour les gestionnaires des ressources humaines. C'est quoi une fiche de poste? Alors, il faut indiquer que la fiche de poste et le contrat de travail sont deux documents qui matérialisent l'engagement mutuel des parties au contrat. Dans les parties au contrat, vous avez l'employeur et vous avez l'employé. Et ces parties s'accordent et sur les conditions de travail, la rémunération, les éléments qui vont jalonner la vie de l'employé dans l'entreprise, et tout ça est noté dans le contrat. Mais la fiche de poste vient compléter le contrat de travail et cette fiche de poste va donner l'étendue des responsabilités et des missions de l'employé. Merci beaucoup, Monsieur Cassé. C'est petit soupçon de ce qui va rythmer la conversation qui va suivre ces 20 dernières minutes. Je vous rappelle que nous sommes dans le Money Time de cette émission. Vous pouvez réagir sur nos différents supports digitaux, Instagram, Twitter et bien sûr Facebook, jingle. Et après, nous allons avoir l'élément qui va nous situer un peu le postulat de ce rendez-vous. Je rappelle que nous parlons aujourd'hui du rôle et de l'importance de la fiche de poste. Sur plus de 23 millions d'habitants que compte la Côte d'Ivoire, seulement 25% sont salariés. Toutefois, difficile de dire avec exactitude combien un contrat de travail signé en bonne et due forme endossé à une fiche de poste. Cette nouvelle forme de gouvernance administrative dans la gestion des ressources humaines est-elle méconnue par la plupart des travailleurs? Une fiche de poste, je ne sais même pas. Une fiche de poste, je travaille mais je ne sais pas ce que c'est qu'une fiche de poste. Voilà. La fiche de poste en ressources humaines est un outil de communication d'abord, qui permet de définir pour le salarié les tâches qu'il a exécutées au quotidien, les responsabilités induites dans l'exécution de ces tâches et le lien juridique qui doit exister entre lui et les responsables de l'entreprise. Employé depuis 2011 dans un groupe scolaire de la capitale économique ivoirienne, Daniel nous décrit les tâches et objectifs qui lui sont assignés sur sa fiche de poste. Ici, nous avons un système qui est mis en place de telle sorte qu'il y a un suivi de l'étudiant depuis l'école et même jusqu'à la maison. Peut-être qu'au départ, un étudiant peut être bon, mais au second semestre, son travail a baissé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le rôle de mon service. Et donc tout ça est stipulé dans ma fiche de poste. Pour être performant, l'employé doit savoir ce qu'on attend de lui. En l'absence d'une fiche de poste, le salarié ne sait pas exactement ce qu'on attend de lui. Donc il fait ce qu'il peut ou il fait ce qu'il croit être de sa compétence. Ensuite, la fiche de poste permet à l'employeur de savoir si l'employé est compétent pour accomplir la tâche qui lui est demandée. S'il n'est pas compétent pour accomplir cette tâche, d'identifier les faiblesses qui se posent. Et donc de pouvoir mettre en place un plan de formation à l'effet de corriger ces faiblesses.
Existe-t-il des conséquences juridiques en absence d'une fiche de poste? Il n'y a pas de conséquences juridiques. Il va y avoir des conséquences juridiques que quand va se poser un conflit de travail entre le salarié et son employeur sur sa performance. C'est-à-dire que si un employeur décide de se séparer d'un collaborateur sur sa performance, alors il va devoir expliquer que le collaborateur n'est pas performant pour telle ou telle raison. L'instrument fiche de poste, au-delà de son architecture classique, qui permet de connaître ses tâches, son responsable hiérarchique et d'évaluer ses performances en entreprise, aide bien plus à limiter des conflits interservices. Voilà, de retour, nous tablons toujours sur la fiche de poste et son importance. Monsieur Kassé, on va vous demander ce que vous pensez de l'élément qui vient d'être diffusé, s'il y a quelque chose d'autre à ajouter. Je pense que le reportage a pointé du doigt très juste l'importance de la fiche de poste et puis également le fait que beaucoup de personnes ignorent quand même son importance. Mais notre expert a également parlé de performance, de compétitivité des travailleurs. Parce que la fiche de poste, en réalité, elle va permettre de mesurer cela à la fin, quand il s'agit de l'évaluation des performances. C'est quand même grave hein, que beaucoup de personnes méconnaissent, parce que c'est un élément focal, hein, ça tourne, tout tourne autour de la fiche de poste. Alors, j'aimerais vous demander, quelle est la différence entre un poste et une fonction? Alors, un poste et une fonction. Bon, on va dire que dans la pratique, les deux choses semblent indiquer la même chose pour le commun des travailleurs. Parce que je suis en poste, je suis en fonction, ça indique que vous avez des responsabilités que vous allez assumer vis-à-vis de l'entreprise. Mais si je veux m'en tenir à notre langage, à nous, en ressources humaines, quand on dit que vous avez une fonction, c'est des responsabilités. C'est des responsabilités et découlent de ces responsabilités des missions, des obligations que vous devez assumer. D'accord. Alors, Monsieur Kassé, dans l'élément qui vient de passer, on a entendu un travailleur qui disait ne même pas connaître ce que c'est que la fiche de poste. Alors, est-elle obligatoire pour tout travailleur ou on peut s'en passer? OK. Elle n'est pas obligatoire, comme l'a dit le reportage. Elle n'a aucune obligation légale de faire partie du contrat. Mais pour la bonne pratique et pour pouvoir permettre à terme de s'accorder sur les éléments sur lesquels l'évaluation de l'employé va se faire, il est important de s'accorder sur ce document. Pourquoi ce n'est pas légal? Ça me gêne un peu. Bon, c'est un document si important. Vous savez, c'est la boussole du travailleur quand même. Oui. Est-ce que vous savez qu'un contrat de travail à durée indéterminée n'a pas besoin d'être signé? Ah oui, il n'a pas besoin d'être signé sur un document. Si tout de suite je m'accorde avec vous pour dire que voilà ceux dans lesquels nous allons évoluer, ça vaut pour contrat. Genre gré à gré. Oui, ça vaut contrat. Donc, ce n'est pas obligatoire que ce soit écrit, mais dans la bonne pratique et pour faciliter. Il y a un problème de communication demain. Demain, quand il va s'agir de s'asseoir pour évaluer la performance de l'employé ou pour déterminer l'évolution de cette fonction ou l'évolution de l'employé même dans la fonction, sans ce document, il sera difficile de pouvoir mesurer comment l'employé est en train d'évoluer. Très bien. Alors, sur une fiche de poste, qu'est-ce qu'il doit comporter? OK. Une fiche de poste va comporter, d'entrée de jeu, l'intitulé de la fonction. L'intitulé du poste, il va indiquer quel est ce poste, quel est le lien hiérarchique de ce poste. En dehors de ce lien hiérarchique, quelles sont les principales missions de ce poste, quelles sont les activités principales de ce poste, et puis quelles sont également les différentes tâches, les tâches les plus importantes qui sont liées à cette fonction. Et souvent, on va indiquer également les relations que cette fonction a avec d'autres départements ou d'autres fonctions dans l'entreprise. Alors, la fiche de poste, j'imagine, n'est pas gravée dans du marbre. Déjà, il n'y a pas de... Est-elle flexible? Elle est évolutive. Elle est évolutive parce que l'entreprise évolue. L'entreprise évolue et si aujourd'hui, par exemple, dans votre fonction, il n'est pas question d'utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir faire votre travail, mais demain, ça devient une nécessité, elle va venir s'intégrer dans votre fiche de poste que vous devez maîtriser cet outil parce qu'il va vous servir d'instrument de travail. Parfois, on confond fiche de poste et fiche d'attribution. Est-ce la même chose? Je suppose que la fiche d'attribution doit être beaucoup ponctuelle et spécifique à une mission qu'on veut vous confier de façon précise. Plus technique. Voilà. Par contre, la fiche de poste, elle encadre votre relation de travail avec votre employeur, avec votre superviseur et avec les autres employés de l'organisation.
Alors, chers consultants, on peut se retrouver dans un cas de figure où nous avons bien stipulé les différentes tâches à exécuter, mais dans la pratique, c'est d'autres choses qui se font. Dans ce cas, quel est le recours de l'agent ou quel comportement il doit adopter? OK. C'est pourquoi chaque année, on a l'entretien d'évaluation des performances. Cet entretien d'évaluation des performances a au moins deux objectifs. Mesurer la performance de l'employé pendant tout le long de l'exercice et puis voir les niveaux dans lesquels l'employé a besoin d'être formé, ce qu'on appelle d'être développé. Et donc, pendant cet entretien annuel, l'employé et son superviseur ont l'occasion unique d'identifier les espaces dans lesquels sa fonction ne sont plus de mise, ou bien ses responsabilités ne sont plus de mise, et de réajuster et d'adopter de nouvelles tâches qui seront celles qui vont être importantes pour lui l'année qui va venir. Alors concrètement, est-ce que les fiches de poste intègrent l'environnement direct du travail? Je veux dire, est-ce que la fiche de poste du ministre, du journaliste est la même que la fiche de poste, par exemple, de l'ouvrier du port? OK. La fiche de poste, comme le reportage l'a dit, elle est indispensable pour n'importe quelle fonction, que ce soit dans le secteur public, comme dans le secteur privé et même les PME. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de développement, de gestion par objectif. La gestion par objectif voudrait qu'en début d'exercice ou en début d'année, je sache ce sur lequel mon superviseur et moi, nous nous accordons dans le cadre de l'intérêt général de l'entreprise. Et donc, même si c'est une PME, même si c'est une structure publique, même si c'est un poste administratif dans un secteur public, nous avons besoin d'identifier clairement ce à quoi cet employé est tenu et ce sur lequel il sera jugé demain. C'est pourquoi on parle d'attribution. D'accord. Dès lors que les attributions sont fixées, comment on remplit la fiche de poste pour ne vraiment pas se tromper ou les nuances à éviter? OK. La fiche de poste, elle a ses différents compartiments, comme nous l'avons indiqué. Elle a un contenu depuis les missions, les responsabilités et les différentes tâches qui le jalonnent, ainsi que les interactions que cette fonction aura avec d'autres fonctions dans l'entreprise. La fiche de poste est un document sur lequel l'employeur et l'employé s'accordent. Et elle est rédigée certainement à l'initiative de l'employeur parce que c'est lui qui emploie. Mais bien évidemment, dans le quotidien de son fonctionnement, l'employé peut constater que de nouvelles responsabilités viennent grossir sa responsabilité dans l'entreprise. Et donc, lors de l'entretien annuel ou à mi-parcours, ces tâches peuvent être ajoutées. Alors, c'est d'abord individuellement que le salarié et son supérieur élaborent la fiche de poste. C'est-à-dire que moi, je suis dans une institution et je suis avec mon supérieur. Nous élaborons cela ensemble. C'est ça. Oui, on s'accorde là-dessus. Mais depuis le recrutement... Vous êtes sûr, M. Kassé, que dans le pays où nous sommes ou dans le continent où nous sommes, ça se passe vraiment comme ça? Non, voyons pas la relation de travail comme une relation de quelqu'un qui impose quelque chose. Mais c'est ce qui est de mise. Non, non, la relation de travail est une relation synalagmatique. J'offre une performance, un travail, et vous me payez un salaire. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Monsieur Kassé, soyons réalistes. Oui. Soyons réalistes. Vous êtes un professionnel. Vous savez que dans nos sociétés, déjà, le taux de l'emploi, on en parlera, est tellement bas. Quelqu'un qui trouve un travail et qui déjà a peur même de discuter avec son responsable pour mettre en place une fiche de poste. Ça ne devait pas être le cas. On ne devait pas avoir peur. Vous reconnaissez que... Sur le terrain, comment ça se passe? Oui, sur le terrain, il y a de l'abus. C'est pourquoi aujourd'hui, la loi encadre cela avec tout ce qui est politique contre le harcèlement, politique contre... en tout cas, tout ce qui peut garantir un environnement de travail convivial. Parce qu'en réalité, à la fin, c'est la productivité que nous recherchons. Et comme je l'ai indiqué la dernière fois, l'employé, le personnel de l'entreprise, s'il est bien recruté, s'il est bien rémunéré, il contribue pour au moins 40% à la compétitivité de l'entreprise. Si la fiche de poste est bien élaborée, si la fiche de poste est bien élaborée, parce que moi, je travaille sur un chantier, je suis chef de chantier, je n'ai pas de grue, alors qu'on me demande de monter des murs, tout ça. Donc il faut que ce soit réaliste aussi. La fiche de poste doit être accompagnée de moyens. Vous l'indiquez très bien. Elle doit être accompagnée de moyens parce que vous êtes dans une responsabilité et il ne suffit pas la responsabilité sans moyens. Merci beaucoup. Voilà. Vous redites ça, ça fait plaisir. Oui, il faut les moyens. Et aussi bien dans un service public comme dans une entreprise privée, il faut les moyens qui accompagnent les responsabilités. Et donc, quand les moyens n'accompagnent pas, évidemment, en période d'évaluation, l'employé doit avoir le loisir de dire « ces objectifs, je ne les ai pas atteints en raison de l'insuffisance de tel moyen, tel moyen ». Mais il ne faut pas attendre à la fin de la période de travail pour indiquer cela. Tout au long de l'exercice, l'employé et son superviseur ont un dialogue permanent. Et le dialogue permanent permet de soulever toutes les questions, les difficultés qui peinent
la vie de l'employé. Donc, au cours de l'exercice d'une fonction, on peut à tout moment réaménager une fiche de poste. Oui, elle est évolutive. Elle est flexible. Voilà, flexible. D'accord. Alors, on va toujours s'intéresser à la fiche de poste. Est-ce que c'est un document confidentiel? Parce que des fois, nous sommes dans des administrations où on a le même poste qu'un collègue, mais bon, il y a quelques mystères qui sont faits. Je pense que la fiche de poste n'a pas besoin d'être confidentielle, étant donné qu'elle définit les champs dans lesquels la délégation se fait pour un employé. Vous pouvez être deux journalistes dans une même maison, mais chaque journaliste a un domaine dans lequel il fait son métier. Et donc, tout ça, c'est pour ne pas permettre qu'il y ait des clashs, qu'on ne se mâche pas dessus, que les rôles soient clairement identifiés. Donc, c'est bien loisible que je montre à mon collègue les domaines dans lesquels mes responsabilités sont étendues. Il n'y a pas de secret. Cette fiche de poste-là, elle influence la rémunération Bien entendu, puisque la fiche de poste va indiquer les responsabilités et donc elle va indiquer la position hiérarchique, la catégorie même de cette fonction. Et qui dit catégorie va dire la rémunération qui suit. Dans une entreprise qui est bien organisée, il ne peut pas avoir de palabre parce que tout est hiérarchisé. On discutera après, vous et moi, Marco. Monsieur Kassé, dites-moi, avec les chiffres que vous avez, vous êtes un professionnel donc, des ressources humaines. Est-ce que, de façon générale, les 500 et quelques entreprises que nous avons en Côte d'Ivoire ont la fiche de poste comme faisant partie des mécanismes de gestion? Si ces entreprises n'ont pas la fiche de poste, elles manquent une occasion unique pour permettre à leurs employés d'être performants. Parce que ça sera comme un moulin dans lequel ils vont se marcher là-dessus et les ordres vont être donnés. Personne ne se sentira responsable de ces ordres et à la fin, c'est l'entreprise qui paie. Et donc, je pense que même si c'est une petite entreprise, un chauffeur, il a besoin de savoir, je suis chauffeur pourquoi? Je suis chauffeur en charge des livraisons. OK? Donc, si je ne livre pas... Et non pour transporter la banane quand on revient du voyage. En charge des livraisons des produits de l'entreprise aux fournisseurs. Et donc, je dois le faire dans telles conditions. Ma fiche de poste me dit qu'en tant que machiniste, je dois m'occuper seulement du convoi de tout ce qui concerne mon entreprise. Même si le chef même de l'entreprise me dit de convoyer, par exemple, des bananes chez lui à la maison, je peux refuser parce que ce n'est pas sur la fiche de poste. Vous pouvez le refuser. Il ne doit pas avoir un principe de conséquences sur votre emploi. Pourquoi quand vous dites ça, en principe, pourquoi quand vous dites ça, votre voix tremble? Non, parce qu'en entreprise, il y a la relation humaine. La relation humaine voudrait qu'on se rende service. Parce qu'on voit des directeurs appeler le chauffeur. Parce que, M. Kassé, on voit des directeurs appeler le chauffeur d'entreprise pour aller chercher le gaz à la maison parce qu'il y a pénurie de gaz. Est-ce que c'est sur la fiche de poste tout ça? C'est pas sur la fiche de poste. Ça fait partie peut-être de la gentillesse de l'employé. Sinon, il n'est pas obligé. Mais est-ce que sa gentillesse, il doit utiliser le matériel de Non, pas du tout. Il ne doit pas utiliser. Et je vous dis en même temps que s'il fait un accident pendant ce parcours-là, il n'est pas couvert parce que ça ne fait pas partie du travail pour lequel il est payé. Et donc, il y a aussi un risque là-dedans. Est-ce que les employeurs n'ont pas peur de la fiche de poste parce qu'il y a des velléités de revendication là-dedans? Non. Les employeurs, au contraire, je le dis encore une fois, pour pouvoir permettre à l'entreprise de fonctionner comme le sang circule dans le corps humain avec fluidité, l'employeur a tout intérêt à clarifier les responsabilités et attributions de ses collaborateurs. C'est ainsi que lui-même, il peut déléguer aisément et demain pouvoir mesurer la performance de chacun. Sinon demain, comment se fait-il que nous sommes tous deux journalistes et moi, j'aurai un bonus en fin d'année de X% pendant que l'autre, il a peut-être le double. Il faut qu'on soit capable de m'indiquer les objectifs sur lesquels j'étais censé être évalué. Monsieur Kassé, ce n'est pas nouveau. Hein. Dans nos entreprises en Afrique, c'est généralement ceux qui ne font rien qui sont toujours primés. C'est ce qu'on dit. Hein. Ce sont des chiffres concrets. Donc, ça veut dire que la fiche de poste... Mais nous devons changer de mentalité, heureusement. Bien sûr. Nous devons changer de mentalité parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui est en Côte d'Ivoire veut concurrencer des entreprises de la sous-région ou veut s'internationaliser. Absolument. On ne peut pas continuer à avoir des pratiques de gestion d'entreprise comme si j'étais dans mon champ. Il faut absolument que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, puissent adopter les principes de gestion minimale. Pourquoi ne pas légaliser alors la fiche de poste? Légaliser? Bon, ça, c'est dans le domaine du législateur. Le législateur, vous savez combien de temps on a pris pour pouvoir changer le code du travail qui datait des années d'indépendance. Ce n'est qu'en 2015
que le code vient d'être changé. Et la convention collective date de 1977. Elle n'a pas encore pu être changée. Donc c'est vraiment très lourd. Mais dans la bonne pratique, vous n'allez pas attendre que le code change pour avoir une bonne pratique. Surtout si c'est pour le succès de votre entreprise, de vos employés. Dès lors, M. Kassé, quand on a défini les points d'ancrage entre la fiche de poste et l'évaluation à terme, quand je veux dire que l'employé sait qu'il a dépassé largement ses objectifs, qu'est-ce qu'il devrait suivre? Ok, je vous vois venir. L'employé qui a dépassé ses objectifs. Je vois aussi. L'employé qui a dépassé ses objectifs en fin d'année, bien évidemment, doit être reconnu. Il doit être reconnu et la reconnaissance est à plusieurs niveaux. La reconnaissance, elle peut être monétaire, la reconnaissance peut être morale, la reconnaissance, elle peut être une promotion. Elle peut être une promotion. La reconnaissance peut être qu'on peut te mettre sur un nouveau projet qui commence dans l'entreprise parce que vous êtes arrivé à saturation à ce niveau de responsabilité. Vous ne pouvez pas continuer de gérer les mêmes choses. Vous êtes à saturation et vous êtes un homme de capacité. On peut vous mettre sur de nouvelles missions. Le burn-out. Voilà, on peut vous mettre sur de nouvelles missions. Ah, on travaille sur un nouveau projet au niveau de la télévision. On vous met sur ce projet pour vous permettre de continuer à être performant. Et pour terminer sur ce sujet-là, on va dire, quand ça n'arrive pas, quel est le recours? Comment on fait? Quand la reconnaissance n'arrive pas, vos objectifs, vous avez bien travaillé. Et puis la reconnaissance, qu'elle soit morale, bon, même si ça n'intéresse pas beaucoup, qu'elle soit ou financière, n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, l'employeur n'a aucune obligation d'apporter une rétribution financière pour le travail fait. Ok, mais la reconnaissance, encore une fois, nous sommes dans le domaine de la bonne pratique et de la motivation de l'employé. Un employé motivé est un facteur de compétitivité et de performance pour l'entreprise. Et donc, si l'employeur ne peut pas adopter cette donne-là, évidemment, en fin de compte, c'est lui qui perd. Mais sinon, les espèces sonnantes et trébuchantes, c'est pas mauvais. Surtout lorsque vous dépassez vos objectifs et que l'entreprise se porte bien et qu'elle fait des bénéfices. Bien sûr, c'est la redistribution du flux de la croissance. Voilà, de façon équitable. Et donc là, on est d'accord. C'est la redistribution du flux de la croissance. Merci, M. Kassé. Et vive la fiche de poste, mesdames et messieurs. Exactement. Je ne sais pas regarder ma fiche de poste, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des choses que j'ai oubliées là-dessus. On va ajuster, je crois, ensemble. Merci en tout cas, M. Kassé, d'être passé sur notre plateau pour nous parler de l'importance et le rôle de la fiche de poste. Nous en sommes donc au terme de cette première de la saison 3, Marco. Oui, première émission terminée, mesdames et messieurs. On a été très heureux d'être en votre compagnie, Alix et votre serviteur. On se retrouve, Dieu voulant, demain. Réalisation, donc, Christelle Akoussa, Soro félicité, rédaction en chef, Anne-Zélie Kaïoura, avec toutes les équipes de la production. Merci, en tout cas, pour le début de Matin Bonheur. Voilà, on a 168 émissions à vivre ensemble, multipliées par 95 minutes. Dieu nous garde et surtout, très bonne semaine à tous. À demain. À demain. Merci. À demain. Merci.